Salut à tous, c'est Loïc Geoffrey. Le 1er avril dernier, j'avais décidé de me conformer à cette grande messe de la galéjade youtubesque qu'est le poisson d'avril, et je vous avais pondu un épisode spécial intitulé 20 berbes, où je vous parlais de la villageoise. Et ce qui ne devait être à la base qu'une boutade écrite, tournée et montée en moins de 2 semaines, est devenu la deuxième vidéo la plus vue de cette chaîne. Conclusion, faites de la merde sur YouTube, et ça cartonnera. Mais ça, quand je regarde le top tendance, j'en ai jamais douté. D'ailleurs, en parlant de la villageoise, j'ai encore la bouteille qui traîne dans mon entrepôt. Donc dans ma grande mensuétude, je vous propose de gagner cette bouteille de villageoise ouverte depuis près de 6 mois. Pour cela, il vous suffit simplement de vous abonner à mon compte Instagram, à ma page Facebook, à mon compte Twitter, et de repartager cet épisode. Et peut-être aurez-vous l'honneur de gagner ce magnifique lot d'une valeur de 1,95€. Bref, tout ça pour vous dire que j'ai décidé de verser à nouveau dans le putaclic et dans la culture populaire pour vous parler d'une des plus incroyables réussites des vins blancs de notre industrie, le tariquet. Le pinard, c'est de la vinasse, ça réchauffe là où je ça passe. Donc, le tariquet, Quezako. Eh ben, avant de dérouler la suite de cet épisode, sachez que le tariquet n'est ni une cuvée, ni un cépage, ni une appellation, c'est un domaine. Le domaine du tariquet, donc, et qui produit toute une tripotée de vins, dont les plus emblématiques sont la cuvée Première Grive, le vin de Sylvie, 35 ans, 2 enfants, divorcée, attachante, et la cuvée classique, le vin de Didier, alias Dédé, 50 ans, pêcheur, qui roule en Xantia, et qui trouve qu'il a un petit goût de reviens-y. Mais avant de rentrer plus en détail sur l'Empire Tariquet, et croyez-moi, Empire n'est pas un vain mot, sachez que ce domaine de seulement 1125 hectares de vignes, soit l'équivalent d'environ 1600 terrains de foot, ou de 3,3 fois la superficie de Central Park, quand même, a su garder, et c'est tout à son honneur, une dimension très familiale. D'ailleurs, sur leur magnifique site internet, qui ne sent pas du tout les années 2000, l'accent est énormément mis sur l'histoire, ma foi fort atypique, de cette dynastie. Donc, pour synthétiser, Monsieur Artaud, dont le prénom n'est malheureusement pas précisé, donc j'ai décidé de l'appeler de manière purement arbitraire Luc, était un jeune ariégeois issu du petit village d'Hercé, une localité nichée dans le Piémont pyrénéen et dont les habitants avaient une spécialité, le dressage d'ours. Et je vous jure qu'il y a zéro blague, je me suis même retrouvé un samedi soir minuit sur le site officiel du département de l'Ariège à dévorer un article intitulé « Les montreurs d'ours de l'Ariège ». Et oui, je sais, ma vie est palpitante à ce point-là. Curieux métier aujourd'hui considéré comme un brin barbare que le jeune Luc exerçait lui-même. Seulement, l'Ariège à la fin du 19e, c'est rude, et la famine guette. C'est ainsi qu'affublé de ses 2 plantigrades, Luc traversa mer et océan et arriva aux États-Unis d'Amérique pour essayer d'y faire fortune. Mais en 1912, le mal du pays le prit. Il rentra en France et tomba amoureux du tariquet, un domaine alors en désuétude et affublé d'une immense bâtisse. En moins de 2, il skypa son fils, Jean-Pierre, resté aux États-Unis, et lui déclara « Fils, j'ai trouvé un pur bon plan, fais-moi un virement Western Union. » Et c'est ainsi que père et fils unis, le tariquet fut acheté. Bien qu'il ne restait du vignoble que 7 malheureux hectares, suite à ce bon vieux phylloxéra, un puceron dont il faudra vraiment que je vous parle un jour, et qui fit des ravages dantesques dans l'ensemble du vignoble français à la fin du 19e, début 20e. Jean-Pierre, ardent patriote, rentrera lui en 1914 pour défendre la Sainte Terre-Mère, mais il paiera malheureusement un lourd tribut, puisque devenu en partie amnésique suite à un sanglant corps à corps, où il fut blessé à la baïonnette. Inquiète, sa femme Pauline suivra et rentrera à son tour de New York. Ensemble, ils auront une fille, Hélène, qui croisera à son tour un certain Pierre Grassau, jeune homme né de 2 parents originaires d'Espagne et ayant migré dans le sud-ouest pour entrer dans la résistance à Eauze. Eauze, qui n'était autre que le village où se situait le tariquet, ainsi qu'Hélène. Et comme le dit si bien leur site internet, quand un jeune homme bien de sa personne croise une charmante jeune fille et qu'il se plaise, la suite de l'histoire n'est guère difficile à imaginer. C'est ainsi que naquit 4 enfants, Maïté, Christiane, Françoise et Yves. Ce dernier aura à son tour 2 fils que sont Armin et Rémi, aujourd'hui à la tête du domaine. Mais après avoir déroulé cet arbre généalogique ma foi fort intéressant, se pose une question cruciale. Qu'est-ce qui fait que le tariquet est devenu un domaine si emblématique du vin? Oui, parce que honnêtement, en France, des familles avec plusieurs générations de vignerons, je vous en trouve une pelletée. Comment diantre ont-ils pu passer de seulement 7 hectares en 1912 à plus de 1125 hectares en 2020? 15 971% de croissance. Propre. Honnêtement, ce n'était vraiment pas gagné d'avance. Après la Seconde Guerre mondiale, Pierre et Hélène vont replanter une 40aine d'hectares de vignes, destinés principalement à la confection de bas armagnac et de quelques vins courants. Il faudrait que je vous fasse un épisode hors série de Spistache pour vous parler un jour de l'armagnac, mais pour faire ultra simple, il s'agit d'une eau-de-vie née de la distillation de vin blanc au moyen d'alambics armagnacais. Or, pour avoir de bons armagnacs, il vous faut des vins faibles en alcool et avec beaucoup d'acidité.
Les sols dits de sable fauve du pays gascon, très profonds, drainants et relativement pauvres en matière organique, sont donc parfaitement adaptés à cette production. Seulement, aussi divin que soit l'Armagnac, c'est un produit très difficile à vendre et qui va connaître à la fin des années 70 une importante décroissance. Puisqu'en seulement 2 décennies, les ventes vont diminuer par 3, concurrencées notamment par le boom des whiskies. La famille Grassa connaît alors une période noire, marquée notamment par un cruel besoin de trésorerie pour financer ses stocks d'eau-de-vie. C'est donc dans ce contexte, et un tout petit peu plus tôt, en 1972, qu'Yves et sa sœur Maïté vont reprendre le flambeau. Et là, principalement sous l'impulsion d'Yves, on va pas se mentir, va commencer la remontada du siècle. Dès son arrivée à la propriété, il décide de miser sur la qualité et de remettre au goût du jour certains cépages historiquement répandus dans la Gascogne, comme l'italien Uni Blanc ou le charentais Colombard. Il prend aussi une décision, affubler ses étiquettes de base Armagnac de la marque Tariquet, une grande première pour le domaine. Assoiffé d'une rage de vaincre à faire pâlir un Tony Montana des grands soirs, il va sillonner la France et ses supermarchés pour tenter de vendre ses précieux flacons. Mais la grande distribution cherchant encore et toujours à faire tirer les prix vers le bas, il décide de quitter ce réseau pour se concentrer sur le circuit dit du CHR et des cavistes. Une consigne qui reste encore à l'ordre du jour, puisqu'en 2021 encore, hormis chez Monoprix, qui reste quand même très connoté parisien, vous ne trouverez pas la marque Tariquet en GD. En 1977, Yves part à Bordeaux à la rencontre de Denis Dubourdieu, un énologue mythique ayant formé les plus grands techniciens du vignoble girondin, et cela afin d'apprendre aux côtés du meilleur. Il prend ensuite un vol direction à l'Institut Davis, près de Sacramento, où il y découvrira 2 techniques alors révolutionnaires pour les vins blancs de l'époque. La première, c'est la macération pelliculaire préfermentaire, un procédé consistant à laisser macérer pendant quelques heures les pellicules du raisin blanc et le jus. Cela a notamment pour effet de diminuer l'acidité et de développer une plus grande intensité olfactive ainsi que les caractères fruités et floraux. Une macération qui deviendra la marque de fabrique, la signature Tariquet. Quant à la deuxième technique, il s'agit de la fermentation à basse température, visant, quant à elle, à diminuer les alcools supérieurs et à augmenter les esters. Bref, retenez simplement que celle-ci permet de créer un vin bien meilleur, gustativement parlant. C'est donc fort de ces nouveaux enseignements et avec une bonne grosse dose d'audace qu'en 1982, Yves va prendre une décision radicale et visionnaire qui va faire du domaine Tariquet l'une des plus incroyables success stories du vignoble français, se concentrer quasi exclusivement sur la production des vins blancs plutôt que sur celle des bas Armagnac. Un choix osé pour l'époque, puisque, historiquement, les vins blancs sont bien moins consommés. Je n'ai malheureusement pas réussi à trouver les données pour cette année-là, mais pour vous donner un ordre d'idée, en 2019, les blancs ne représentaient que 19% de la consommation en volume, contre 33% de rosé et 47% pour les rouges. Et en 1982, 2 choses cartonnaient, E.T., l'extraterrestre, et les vins blancs d'Alsace, bâtis sur un bon équilibre entre sucre et acidité, et matchant parfaitement les goûts de l'époque. Yves Grassa décide donc, via la macération pelliculaire préfermentaire et la fermentation à basse température, de donner naissance à une gamme de vins blancs frais, expressifs, fruités, floraux et accessibles. Ainsi naquit le révolutionnaire style Tariquet. Seulement, il restait encore à faire connaître sa production auprès des consommateurs. Yves va donc présenter ses étiquettes dans moult concours et, en 1987, c'est la consécration. Lors de l'International Wine Challenge de Londres, sa cuvée classique s'impose première devant plus de 4600 concurrents. Et le vigneron de l'année, il va voir ses ventes exploser sur le marché britannique et américain et commence à acquérir massivement de nouveaux hectares, bien aidé par le prix du foncier alors extrêmement bas dans les côtes de Gascogne, afin de répondre à la demande. Et surtout, il va se permettre d'oser et de continuer d'innover. En effet, le marché est alors en pleine mutation sous l'effet de la globalisation et les vins du Nouveau Monde arrivent en force. Pour faire simple, et c'est un mantra que je reprends très souvent sur Vinstache, 2 approches de la dégustation s'affrontent. En France, on aime les vins de terroir et les appellations. Une appellation étant une aire géographique délimitée où s'applique un savoir-faire ancestral ainsi qu'un cahier des charges précis. Chez nous, on va vous parler d'assemblage de cépages, de sol, de climat, de topographie, d'exposition solaire, etc. Alors que dans le Nouveau Monde, le terroir, on s'en tamponne un brin le coquillard. Tout juste vous parlera-t-on de blocs taillés à la hache façon pâté de maison new-yorkais. Ici, ce qui prime surtout, c'est le cépage et la vinification. C'est pour cela que vous entendrez très souvent parler de vins étrangers dits technologiques en opposition aux vins français de terroir. Sauf que les côtes de Gascogne et plus généralement le Gers n'étant pas des terroirs historiquement réputés, eh bien Yves va faire fi des conventions et du non-poids de la tradition pour faire absolument ce qu'il veut. Il plante des cépages peu en vogue dans la région comme le chenin, vinifie des vins blancs avec des sucres résiduels et réalise des assemblages atypiques à limite blasphématoires comme le combo Riesling Uni Blanc ou Chardonnay Sauvignon.
Celui que l'on surnomme alors le magicien des oses ose tout, et le pire, c'est que les consommateurs internationaux adorent et en redemandent. Le domaine du Tariquet devient alors la nouvelle hype mondiale, portée notamment par son iconique cuvée Première Grive, qui, aujourd'hui encore, est un best-seller en puissance, puisque noté 4,1 étoiles sur 5 par près de 19 000 utilisateurs sur l'application Vivino. Seulement, nul n'est prophète en son pays, et au milieu des 90s, les cuvées sont quasiment inconnues en France. De plus, Yves sait que, commercialement, il reste très dépendant de 4 ou 5 très gros acheteurs de la grande distribution britannique. Ainsi, en 1995, il engage un nouveau directeur commercial, François Fourel. Notre nouvel homme, fort de son réseau alors déjà bien développé, va permettre en seulement 5 ans d'implanter massivement le domaine du Tariquet auprès du marché des cavistes et des professionnels. Ainsi, selon ce dossier de la revue du vin de France daté d'août 2006, l'export ne représentait plus que 40% des volumes produits en l'an 2000. Un chiffre qui restera stable, puisqu'en 2019, dans une vidéo pour le Crédit Mutuel, Rémi Grassa dévoilait que le domaine du Tariquet réalisait 55% de son chiffre d'affaires en France et 45% à l'export, et cela dans plus de 60 pays. Aujourd'hui, il va passer la main et a cédé les clés du camion à ses deux fils, Armin et Rémi. Ensemble, ils sont à la tête d'un empire colossal, produisant près de 9,5 millions de bouteilles à l'année. Ce n'est d'ailleurs pas pour rien si, en 2018, lors du classement des 200 personnalités les plus influentes du vin de la RVF, les deux frangins se virent attribuer la 122e place. Alors, les vins du domaine du Tariquet, validés ou pas? Personnellement, et aussi peu intéressant que soit mon avis, oui, je valide. Je comprends parfaitement les critiques que certains sommeliers toujours plus puristes et brise-noix feront à son encontre. Oui, quand on voit les vidéos des 30 machines à rogner s'affairer à la tâche, cela a un petit côté Apocalypse Now. Oui, l'identité du Tariquet s'est plus construite sur les vins technologiques que de terroir. Oui, c'est fruité, floral, facile à boire. Et enfin oui, j'aimerais en savoir plus sur la politique environnementale menée par le domaine. Mais est-ce que vous avez vu d'où il partait? On parle quand même d'un domaine qui en 1946 ne comptait plus que 7 hectares et qui ne produisait que des Bas Armagnac, un produit difficile à vendre. Est-ce que vous imaginez le niveau de baloche qu'il a fallu au père Grassa pour lâcher du lest sur la production des eaux de vie pour se concentrer sur celle des vins blancs? Ce type a dédié sa vie à faire du Tariquet une réussite. Il a commencé par sillonner les routes de France et de Navarre pour représenter sa marque auprès des réseaux de distributeurs et il a pris vent sur vent pour ses Bas Armagnac. Est parti à Bordeaux, puis aux États-Unis pour acquérir et perfectionner de nouvelles techniques de vinification, a compris avant tout le monde le tournant que les vins du Nouveau Monde allaient impulser à l'industrie, et enfin s'est battu pour faire reconnaître à sa juste valeur l'ensemble de sa production sur notre territoire national. Et puis merde, on parle du vignoble du Gers. Tiens, est-ce que vous seriez capable de me citer 10 vignerons implantés dans le Gers? Très certainement pas. Parce que ce terroir a toujours été dans l'ombre de la reconnaissance et des honneurs hexagonales. Et même le sud-ouest, malheureusement de manière plus générale. Les vins sont technologiques et accessibles? Bah peut-être, ouais. Mais n'empêche que le Tariquet est devenu un empire. Un nom si emblématique que certains consommateurs pensent même que c'est une appellation ou un cépage. Tariquet est devenu un style et surtout une source d'inspiration pour la région, puisque nombre d'exploitations telles Cuby ou le domaine de Pellehaut prendront le pli et surferont sur cette vague des vins des côtes de Gascogne décomplexés. Retrouverez-vous la cuvée Première Grive sur Vinstache la boutique? Non, mais vous trouverez toute une sélection pointue que j'ai élaborée pour ma deuxième foire au vin. Et si vous n'avez pas les moyens d'acquérir ces vins, n'hésitez pas à aller me lâcher un petit pourboire, et Dieu sait si j'aime boire, sur mon Tipeee ou sur mon Utip nouvellement ouvert. L'avenir de Vinstache étant encore très incertain un jour. À bientôt!